L'électricité est une des plus grandes forces de la nature. Dès le milieu du XXe siècle, la maîtrise de cette énergie nous permettait déjà d'éclairer notre monde moderne et d'alimenter nos machines. Il aura fallu des siècles de découvertes et d'inventions scientifiques pour en arriver là. Mais il aura surtout fallu le génie d'un homme hors norme pour nous aider à comprendre tout ce que l'électricité pouvait nous offrir. Un soir d'hiver 1943, Nikola Tesla contemple les lumières de Manhattan, une dernière fois. Lui qui était né dans un monde mu par la vapeur et éclairé au gaz. Il voyait à présent devant lui un monde nouveau, un monde métamorphosé, en grande partie mu par l'électricité. Son monde. Ce petit homme frêle et solitaire, très attristé par la mort d'un de ses chers pigeons, ce génie exceptionnel et excentrique sait que l'œuvre de sa vie est achevée. Ce soir-là, il se couche pour mourir. On ne trouvera son corps que 3 jours plus tard. Il y a un peu plus de 200 ans, les savants avaient déjà compris certaines choses sur l'électricité. Par exemple, que cette force est bien plus qu'une simple charge statique et qu'on peut la faire circuler en un courant continu. Mais ils étaient sur le point de faire une découverte capitale. L'électricité est liée au magnétisme. Contrôler l'électromagnétisme allait permettre de transformer radicalement le monde et donner aux hommes l'accès à une quantité apparemment illimitée de puissance électrique. Nous allons vous raconter comment scientifiques et ingénieurs sont parvenus à percer les secrets de la nature de l'électricité, puis comment sur une centaine d'années, ils l'ont mise en application grâce à une série d'innovations et d'inventions. Et au passage, nous vous parlerons d'une rivalité féroce, comme rarement il y en a eu dans l'histoire des sciences et de l'industrie. Ce nouveau chapitre commence à Londres, au début du XIXe siècle, avec un jeune homme qui a beaucoup fait progresser notre compréhension de ce mystérieux phénomène. Le 29 février 1812, un apprenti relieur autodidacte de 28 ans, du nom de Michael Faraday, se rend ici, à la Royal Institution. Autour de lui se presse l'élite du monde universitaire. Tous sont venus écouter un des plus grands esprits scientifiques de l'époque. Fils d'un forgeron, Michael Faraday a quitté l'école à 12 ans. Il n'a pas eu la chance d'aller à l'université, mais il est avide de s'instruire et passionné de science. Dans la journée, Faraday travaille dur en tant que relieur. Mais le soir, il dévore tous les livres scientifiques qu'il peut trouver. Il adore acquérir de nouvelles connaissances et il est animé du désir permanent de comprendre pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Lire des livres ou des revues scientifiques est une chose. Mais pour satisfaire sa soif de savoir, le jeune homme rêve d'assister en personne à des expériences. L'occasion se présente enfin lorsqu'on lui offre un billet pour l'une des dernières conférences du plus grand chimiste britannique de l'époque, Sir Humphry Davy. Cette conférence va changer à jamais la vie du jeune Michael. Après avoir écouté Humphry Davy, impressionné mais plein d'idées,
Le jeune homme sait qu'il a trouvé sa voie. Il veut se consacrer entièrement à faire progresser la science. Et il réalise son rêve. 1 an plus tard, Humphrey Davy lui offre un poste d'assistant à la Royal Institution. Sous la houlette de Humphrey Davy, son protecteur et aussi son patron, Faraday se lance dans l'étude de la chimie. Mais ce qui va lui inspirer sa plus grande trouvaille, ce sont les forces invisibles de l'électricité et du magnétisme. En 1820, un scientifique danois du nom de Hans Christian Ørsted, qui étudie lui aussi ces phénomènes, fait une découverte extraordinaire. Il fait passer un courant électrique à travers une tige de cuivre, et lorsqu'il l'approche de l'aiguille aimantée d'une boussole, il constate que l'aiguille tourne. Pour Ørsted, c'est une réaction remarquable. Il vient de démontrer pour la première fois qu'un courant électrique peut générer une force magnétique. Il a établi un lien entre électricité et magnétisme. Aujourd'hui, c'est ce que nous appelons l'électromagnétisme, et c'est l'une des forces fondamentales de la nature. Cette découverte a suscité une nouvelle vague d'études et de recherches dans les domaines qui touchaient à l'électricité. Les scientifiques ont rivalisé d'inventivité afin d'établir de nouvelles corrélations entre l'électricité et les autres forces de la nature. À la Royal Institution, Faraday décide de recréer l'expérience d'Ørsted. C'est le premier pas vers la célébrité et la fortune. Grâce à un travail rigoureux, il conclut qu'il existe un ensemble de forces qui circulent entre le fil de cuivre et l'aiguille de la boussole. L'appareil qu'il invente pour prouver sa théorie va changer le cours de l'histoire. Faraday fabrique un circuit électrique avec une grosse pile comme celle-ci, 2 fils et un bain de mercure. Le courant traverse ces 2 montants en cuivre. Quant à ce fil, il trempe librement dans le mercure. Le mercure étant un excellent conducteur, il ferme le circuit. En passant à travers le circuit, le courant génère un champ magnétique circulaire autour du fil. Ce phénomène interagit avec le magnétisme de l'aimant que Faraday a placé dans le mercure. Et leurs effets combinés font tourner le fil. Faraday a prouvé que cette force invisible existe réellement et qu'on peut en voir ses effets sous la forme d'un mouvement circulaire. Ce dispositif remarquable est le premier à convertir un courant électrique en mouvement continu. En fait, c'est le tout premier moteur électrique. Faraday va pousser son expérience encore plus loin. La découverte de la rotation électromagnétique par Faraday en 1821 a établi la relation entre l'électricité, le magnétisme et le mouvement. Faraday étudie cette relation en détail et décide de relever un nouveau défi: générer de l'électricité grâce au magnétisme et au mouvement. Son travail et sa détermination inébranlable finiront par être récompensés. Il y parvient le 17 octobre 1831. Il prend un barreau aimanté comme celui-ci et lui imprime un mouvement de va-et-vient à l'intérieur d'une bobine de fil. Il détecte un infime courant électrique qui passe dans la bobine, d'abord dans un sens, puis dans l'autre. Faraday comprend qu'il est sur la bonne voie. Quelques jours plus tard, au lieu de faire bouger l'aimant à l'intérieur de la bobine de fil, il mène une expérience équivalente en faisant tourner un disque de cuivre à travers un champ magnétique. Quand le disque en rotation traverse le champ magnétique,
des milliards d'électrons chargés négativement sont déviés de leur course circulaire et commencent à dériver vers les bords. Une charge négative s'accumule à la périphérie du disque, tandis que le centre devient chargé positivement. Et dès qu'on relie le disque à des fils, les électrons circulent en un flux continu. Faraday a réussi à générer un flux continu de courant électrique. Mais à la différence d'une pile, le courant ne circule que tant que le disque de cuivre est en rotation. Faraday a créé un courant électrique directement à partir d'une énergie mécanique. La découverte de l'induction par Faraday aura des répercussions immenses dans le domaine de l'électricité et de la technologie jusqu'à la fin du XIXe siècle. Mais pour lui, elle marque surtout le début d'une décennie de recherche fondamentale. Ça lui indique dans quelle direction poursuivre ses travaux. Faraday cherche à comprendre la nature de l'électricité. Pendant ce temps, ailleurs en Europe, d'autres inventeurs s'intéressent surtout à la façon dont cette force pourrait leur faire gagner de l'argent. Le plus frappant pour nous avec le recul, c'est que quasiment personne à l'époque ne se souciait vraiment de savoir ce qu'était l'électricité. Au-delà du grand débat théorique, est-ce une force, un fluide ou une énergie? Ce qui intéressait surtout les gens, c'était à quoi peut-elle servir? Faraday, qui vit à l'ère des machines à vapeur, cherche à établir la nature de l'électricité. Mais au même moment, on découvre une utilisation pratique de ce phénomène. Pour la première fois, grâce à un nouvel appareil, l'électricité n'est plus l'apanage des savants dans leur laboratoire. Elle est manipulée par des gens ordinaires. Le télégraphe est né. Pour comprendre le fonctionnement du télégraphe, il faut avant tout comprendre celui d'un dispositif particulier, l'électroaimant, c'est-à-dire un aimant qui fonctionne grâce à un courant électrique. Les premiers électroaimants ont été mis au point presque simultanément par William Sturgeon en Grande-Bretagne et Joseph Henry aux États-Unis. Faraday avait constaté que si on enroulait du fil conducteur en bobine, on pouvait induire un courant en passant un aimant à l'intérieur de la bobine. De la même façon, Henry et Sturgeon découvrent que si on enroule davantage de fils sur la bobine, on crée un champ magnétique multiplié. En gros, plus il y a de fils enroulés, plus l'aimant est puissant. Si je fais passer un courant magnétique à travers cet électroaimant, on voit distinctement l'effet du champ magnétique. C'est l'expérience classique de la limaille de fer que vous avez dû faire au lycée. Quand je tapote le support, la limaille s'oriente suivant les lignes du champ. Ça nous permet de visualiser les effets du magnétisme. Henry et Sturgeon s'aperçoivent que pour augmenter la puissance d'un électroaimant, on peut insérer certains métaux à l'intérieur de la bobine électromagnétique. Le fer est très efficace, parce que c'est comme s'il était fait d'une multitude de minuscules aimants qui pointeraient tous dans une direction aléatoire. Donc ça, ce n'est pas encore un aimant. Les minuscules aimants qui le composent pointent tous dans des directions différentes, comme les aiguilles de ces boussoles. Mais si on génère un champ magnétique, les aimants s'alignent tous, et l'effet cumulatif accroît la puissance de l'électroaimant. C'est pour ça que Henry et Sturgeon ont placé une bobine magnétique sur chaque bras de cet aimant en fer à cheval, créant un dispositif beaucoup plus puissant. On va d'ailleurs le vérifier tout de suite. Si j'allume le courant et que j'utilise quelque chose de plus lourd que de la limaille, comme ces petits écrous, on voit bien qu'ils sont tenus en place par la force du champ magnétique. Mais il ne faut pas oublier que l'électroaimant fonctionne uniquement quand il est traversé par un courant électrique. Dès que je coupe le courant, plus de champ magnétique.
D'autres chercheurs avaient démontré ce phénomène en soulevant des poids métalliques. Joseph Henry avait même fabriqué un électroaimant assez puissant pour lever 1,5 tonne de métal. C'est impressionnant, mais pas révolutionnaire. En revanche, si on éloigne l'aimant et qu'on le met à l'extrémité d'un fil, on peut actionner un mécanisme à distance, instantanément. Le contrôle à distance d'un aimant est l'une des découvertes les plus utiles qui ait jamais été faite. En rendant l'électricité visible, très loin de sa source, on obtient un moyen de communication instantané. Au milieu des années 1840, Samuel Morse invente un système de communication fondé sur la durée, pendant laquelle on laisse un circuit électrique allumé ou éteint. Une durée longue correspond à un trait et une durée courte à un point. De cette manière, on peut envoyer et recevoir des messages grâce à un code relativement simple. Au début de l'ère victorienne, beaucoup de penseurs ont dit qu'avec l'avènement de l'électricité et du télégraphe, le monde était devenu plus petit. Pendant tout le 19e siècle, on a souvent entendu un discours qui était le suivant. Grâce au télégraphe et au développement des communications, il n'y aura plus de guerre, parce qu'on se comprendra beaucoup mieux les uns les autres. Avec le recul, c'est un discours qui paraît très utopique. Vers la fin des années 1840, des fils télégraphiques quadrillent une bonne partie de l'Europe et de l'Amérique. Mais le rêve d'une communication mondiale instantanée n'est pas encore à portée de main. Il n'existe en effet pas de câble capable de transmettre des messages entre les deux grandes puissances que représentent à l'époque la Grande-Bretagne et les États-Unis. De nombreux spécialistes sont alors convaincus que la fabrication d'un câble transatlantique est impossible. Mais d'autres savent que la résolution de ce problème pourrait leur rapporter beaucoup d'argent. C'est ainsi que dès les années 1850, les hommes d'affaires américains et les ingénieurs britanniques unissent leurs forces afin de concrétiser ce projet. Mais les tentatives successives sont des échecs cuisants. Trop lourds, les câbles cassent dès que la mer est trop forte. Finalement, le 29 juillet 1858, on assemble les extrémités de deux câbles au beau milieu de l'Atlantique. Un seul câble aurait en effet été trop lourd pour être transporté par un seul navire. Puis, l'un des câbles est déroulé jusqu'à Terre-Neuve et l'autre jusqu'au sud-ouest de l'Irlande. 6 jours plus tard, le premier lien de communication entre les deux grandes puissances est établi. C'est un immense succès. Un message de félicitations officiel de la reine Victoria est envoyé au président Buchanan. Mais à peine a-t-on le temps de se réjouir que les ennuis commencent. Voici le livre de notes de l'ingénieur en chef du projet, Charles Bright. Et ça, c'est le message original de la reine Victoria. Il ne compte que 98 mots. Et pourtant, sa transmission prendra 16 heures. Les opérateurs à l'autre bout de la ligne ont un mal fou à le déchiffrer. Les signaux électriques qu'ils reçoivent sont brouillés et déformés. Ils n'arrêtent pas de demander que les mots soient répétés encore et encore. On peut lire ici « répéter, attente d'un signal, pas de signal, etc. » De toute évidence, transmettre un message de l'autre côté de l'Atlantique n'allait pas être aussi simple qu'on l'avait espéré. Dans les jours qui suivent, des centaines de messages sont échangés. Mais ceux qui arrivent à Terre-Neuve sont un embrouillamini de points et de traits presque indéchiffrables. Et le problème technique ne fait qu'empirer. Le câble posé en 1858 ne sera jamais réparé. Le projet prend fin quand un ingénieur britannique du nom de Wildman Whitehouse fait l'erreur de croire qu'en augmentant la tension du signal, il parviendra à faire passer de force les messages à destination de Terre-Neuve. Résultat, le câble cesse tout bonnement de fonctionner.
À l'époque, il semble logique d'augmenter la tension par le biais de piles plus puissantes. La plupart des spécialistes pensent que le courant électrique circule dans un câble comme un liquide dans un tuyau. Monter la tension revient à augmenter la pression dans le système, afin de pousser le courant jusqu'à l'autre bout de la ligne. Mais le télégraphe transmet des impulsions à travers le câble, et non un flux continu. Or, sur de grandes distances, ces impulsions sont brouillées, et il devient difficile de reconnaître un point d'un trait. En étudiant l'efficacité des câbles sous-marins, les scientifiques comprennent peu à peu que le courant ne circule pas toujours comme de l'eau, mais qu'il crée également des ondes électromagnétiques invisibles. Cette découverte va accélérer les recherches dans une branche nouvelle de la physique, qui étudiera notamment le spectre électromagnétique et qui permettra de résoudre les problèmes rencontrés par le télégraphe transatlantique. Au bout du compte, le câble transatlantique a été une expérience ambitieuse et extrêmement coûteuse qui a mis en lumière l'incapacité de la science à suivre le rythme du progrès technologique. Mais elle a aussi permis d'aller vers une démarche plus théorique et, à mes yeux, beaucoup plus intéressante dans la compréhension de la nature de l'électricité. Désormais, on sait comment les impulsions électriques circulent à travers les câbles. On entreprend donc d'améliorer la composition, la conception et l'installation de ces derniers. Il faudra 8 années de collaboration entre les scientifiques et les ingénieurs avant qu'un câble transatlantique soit enfin opérationnel. Le vendredi 27 juillet 1866, un message parfaitement net cette fois est transmis depuis l'Irlande jusqu'à Terre-Neuve. Un traité de paix a été signé entre l'Autriche et la Prusse. Le rêve d'une communication transatlantique instantanée est devenu réalité. Le succès du câble posé en 1866 abolit encore un peu plus les distances. On passe d'un monde où il fallait des jours, des semaines, voire des mois pour transmettre une information, à un monde où elle voyage désormais en quelques secondes ou quelques minutes. C'est une évolution plus radicale que tout ce qui s'est produit depuis que je suis né. L'invention du télégraphe a transformé la vie des gens ordinaires. Mais ce sont les avancées dans le domaine de l'exploitation du courant continu qui auront les répercussions les plus importantes. En effet, les inventeurs ont commencé à étudier une utilisation nouvelle de l'électricité. Une utilisation dont chacun dans le monde va vouloir profiter, la lumière électrique. Jusqu'au XIXe siècle, l'homme ne connaît qu'une seule méthode d'éclairage, faire brûler des choses. Et vers 1850, il a mis au point un mode d'éclairage des maisons très efficace à partir du gaz. Dans les années 1860, un foyer anglais typique était éclairé comme ici par un gaz extrêmement inflammable qui arrivait directement dans les maisons par un réseau de conduites. Mais ces lampes à gaz donnent une lumière trop faible pour l'extérieur. C'est la raison pour laquelle on commence à utiliser une source de lumière plus puissante pour les rues et les gares, les lampes à arc électrique. Dès 1808, c'est le Britannique Humphrey Davy, le mentor de Michael Faraday, qui avait réalisé les premières expériences avec des lampes à arc à la Royal Institution. Il avait réussi à faire passer un courant électrique continu entre deux bâtonnets de charbon de bois reliés à une pile géante.
Mais la lumière ainsi émise d'un blanc très intense était trop vive pour les maisons. Pour que l'électricité puisse concurrencer le gaz, il allait falloir subdiviser l'éclairage électrique en petites unités plus douces avec des lampes moins puissantes. Celui qui parviendrait à faire entrer la lumière électrique dans tous les foyers du pays ferait assurément fortune. C'est ainsi qu'au début des années 1880, l'inventeur le plus célèbre, le plus prodigieux et le plus combatif relève le défi. L'Américain Thomas Alva Edison. Pour Thomas Edison, inventer était une passion. Il adorait travailler dans son laboratoire. Le principal moteur de cette passion était le plaisir. C'était ce qu'il recherchait avant tout. Son travail lui permettait d'exprimer sa créativité. Edison est Monsieur Invention électrique. On lui faisait confiance. On pensait qu'il pouvait tout faire. C'était un homme qui avait cultivé avec soin des relations avec des chefs d'entreprise, avec des gens disposés à investir leur argent dans tous ses projets et à le soutenir. Pour lui, l'argent était probablement la dernière des motivations. Mais c'était important dans la mesure où ça finançait ses travaux. Thomas Edison a rassemblé autour de lui une équipe de jeunes ingénieurs pleins de talent et a monté un laboratoire ultramoderne dans le New Jersey, à 40 km de Manhattan. Menlo Park va devenir le premier centre de recherche et développement du monde. Un lieu où l'on met au point des inventions à l'échelle industrielle. Ces jeunes gens travaillaient comme des fous. L'un d'eux racontera même qu'il ne voyait pratiquement jamais ses enfants. Mais tous savaient qu'ils participaient à quelque chose de fondamental et que si Edison réussissait, leur avenir serait assuré. Edison rêve de faire entrer la lumière électrique dans tous les foyers américains. Aidé par ses ingénieurs et animé par la vision d'un avenir électrique, il se met en campagne. La course pour éclairer le monde va se jouer dans les grandes villes de l'époque, New York, Paris et Londres. Les ingénieurs de Menlo Park se lancent dans la conception d'une ampoule électrique complètement différente, l'ampoule à incandescence. Pourtant, l'ampoule d'Edison n'est ni récente ni unique en son genre. Les inventeurs français, russes, belges et britanniques ont mis au point des modèles similaires depuis plus de 40 ans. L'un d'eux, un Anglais du nom de Joseph Swan, a mis au point son propre prototype de lampe incandescente. Dans les ampoules de Swan et Edison, on fait passer un courant électrique par un filament. Le filament est un matériau que le courant électrique traverse avec plus de difficulté que le fil de cuivre du reste du circuit. C'est là qu'intervient l'idée de résistance. À l'intérieur de ce bécher, j'ai placé un filament fait d'une mine de crayon ordinaire. On va voir ce qui se passe quand je fais passer du courant au travers. En fait, les atomes du filament gênent la circulation de l'électricité. Il lui faut générer plus d'énergie pour passer, une énergie qui se dépose dans le filament sous forme de chaleur. À mesure que celui-ci s'échauffe, sa résistance augmente, ce qui fait de nouveau monter sa température jusqu'à ce qu'il devienne incandescent. Le premier matériau testé par Edison pour le filament est le platine. Le platine a un point de fusion relativement élevé. On peut donc le porter à incandescence sans qu'il fonde. Malléable, il peut également être usiné en minces filaments. Or, plus ces derniers sont fins, plus ils offrent de résistance au passage du courant. Mais le platine a deux inconvénients. Il est cher et n'offre pas une résistance suffisante. Il faut absolument trouver un meilleur matériau.
La solution est apportée par l'équipe de Menlo Park, qui teste une méthode que Joseph Swan avait déjà expérimentée. L'utilisation d'une pompe à vide pour empêcher les filaments de charbon moins coûteux de brûler trop rapidement. Edison et Swan font des essais avec toutes sortes de matériaux, de la soie brute au parchemin, en passant par le liège. Edison va jusqu'à tester les poils de barbe de ses ingénieurs. Finalement, il arrête son choix sur du bambou, tandis que Joseph Swan opte pour un fil de coton traité. Les ampoules conçues par les deux hommes sont très similaires. Ils parviennent enfin à un accord et signent un partenariat pour les vendre au Royaume-Uni. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient que Thomas Edison est le seul inventeur de l'ampoule à incandescence. Le nom de Joseph Swan est à peine cité dans les livres. Mais pour Edison, cette ampoule n'est qu'un élément de sa stratégie d'ensemble. Il invente également un système complet de douilles, de câbles et de compteurs électriques. Et en homme d'affaires avisé, il conçoit une méthode révolutionnaire de distribution de l'électricité. Edison sait que pour que son système soit lucratif, il faut produire l'électricité dans une centrale, puis la vendre au plus grand nombre de clients possible. Aujourd'hui, ça nous paraît évident. Mais à l'époque, quiconque voulait avoir l'électricité devait disposer de son propre générateur, souvent très bruyant. La folle ambition d'Edison est d'éclairer la ville du monde qui connaît alors l'expansion la plus rapide. New York. À l'été 1882, Edison occupe une position exceptionnelle dans la recherche scientifique du 19e siècle. Il a déposé le brevet d'une ampoule à incandescence révolutionnaire et possède des connaissances remarquables dans le domaine de l'ingénierie électrique. Surtout, il a su se faire une réputation auprès des citoyens américains, celle d'un inventeur de génie dont les journalistes boivent les moindres déclarations. Les personnalités influentes de Wall Street s'empressent de soutenir ces nouvelles idées. Son rêve d'électrifier d'abord Manhattan, puis le reste du monde, semble enfin à sa portée. En effet, Edison et son équipe sont sur le point de se lancer dans leur projet le plus coûteux et le plus risqué. Créer la première centrale électrique des États-Unis qui produira du courant continu. Un peu avant 15 h, le 4 septembre 1882, Thomas Edison, entouré d'une foule de banquiers, de notables et de journalistes, entre dans l'immeuble de la banque JP Morgan juste derrière moi. Il appuie sur un des interrupteurs qu'il a fait breveter et une centaine d'ampoules à incandescence se mettent à briller. Se tournant vers un journaliste, il déclare alors « J'ai accompli tout ce que j'avais promis ». À 600 mètres de là, dans Pearl Street, la nouvelle centrale d'Edison vient d'entrer en fonction. Elle a coûté $1,5 million et les travaux ont duré 4 ans. Le courant circule à travers des câbles électriques enterrés qui rayonnent dans toutes les directions. Ça nous paraît évident aujourd'hui, mais à New York, au début des années 1880, l'idée d'enterrer des câbles électriques semblait inutilement coûteuse. La rue était quadrillée de centaines de fils pour le téléphone, le télégraphe et l'éclairage public. Une masse enchevêtrée de spaghettis noirs qui bloquait la lumière du jour. Edison se rend compte que cet état de choses est dangereux. S'il veut gagner autant d'argent qu'il le souhaite, il doit donner un nouveau visage à l'électricité, celui de la sécurité. Edison vante le courant continu à basse tension et prône l'enfouissement des lignes. Il explique que son système est nettement plus sûr que les lampes à arc utilisées pour l'éclairage public ou le gaz dans les habitations. Avec sa méthode, il n'y a plus de risque d'incendie ou d'électrocution. Tout est beaucoup plus fiable puisque tout est enterré.
Enterrer chaque câble n'est pas seulement hors de prix, c'est un véritable cauchemar logistique. Wall Street est un des quartiers les plus animés du monde. Mais Edison ne l'a pas choisi au hasard. Wall Street est un quartier riche, important et influent. Pour que son système rapporte de l'argent, ses clients fortunés ne doivent pas être à plus d'1,5 km de la centrale. En effet, Edison a calculé que le plus gros câble qu'il pouvait faire fabriquer ne pourrait pas acheminer la quantité requise de courant continu au-delà de cette distance. Certes, c'est un progrès fabuleux. Pour la première fois, des dizaines de clients pourront être alimentés en électricité par une seule centrale. Mais il reste un problème de taille. Le réseau sera trop onéreux pour éclairer les nouvelles banlieues américaines, car celles-ci ne regroupent pas assez d'entreprises pour que la construction de centrales soit rentable. Si on avait suivi ces méthodes de production et de distribution d'électricité, le monde serait très différent aujourd'hui. On aurait des centrales électriques disséminées un peu partout, à moins d'1,5 km les unes des autres, en plein cœur des villes. Et l'alimentation des petites agglomérations coûterait une véritable fortune. C'est alors qu'entre en scène un homme qui détient la solution. Un homme qui va contribuer à façonner notre civilisation moderne. Il sera aussi un des protagonistes de l'une des plus grandes rivalités de l'histoire de la science. Il s'appelle Nikola Tesla. Et Edison le connaît bien. Nikola Tesla est un inventeur serbe né sur le territoire de l'actuelle Croatie. Il a brièvement travaillé pour Edison après être arrivé à New York à 28 ans. Européen, introverti, extrêmement réfléchi, il est tout ce qu'Edison n'est pas. Edison et Tesla n'auraient pas pu être plus différents dans leur apparence, leur comportement et dans l'image qu'ils projetaient d'eux. Edison s'habillait n'importe comment. S'il renversait des produits chimiques sur ses vêtements du dimanche, eh bien tant pis. C'était quelqu'un d'extrêmement négligé. À l'inverse, même quand il n'avait que 25 ans, Tesla était très soucieux de son apparence et de la façon dont on le percevait. Il s'habillait bien, il avait d'excellentes manières. Il allait jusqu'à se préoccuper de la façon dont on le prenait en photo. Il faisait toujours très attention à poser de 3/4 pour cacher son menton pointu. La vie de Nikola Tesla est à la fois fascinante et tragique. Car cet esprit brillant va se retrouver entraîné dans une rivalité commerciale à couteau tiré, où tous les coups publicitaires sont permis. Les Américains sont emballés par les centrales à courant continu de Thomas Edison. Tesla, lui, est moins impressionné. Il rêve d'approvisionner en électricité des villes, voire des pays entiers. Et il est convaincu de savoir comment y parvenir, en utilisant un autre type de courant électrique. À l'époque, on sait déjà que plus le courant circulant dans un câble a une intensité faible, moins il y a de pertes dues à la résistance, et donc plus le câble peut être long. Or, Tesla propose une méthode qui permettrait justement de diminuer l'intensité du courant transporté, sans qu'il en résulte une baisse de puissance à l'autre bout de la ligne. Il suggère d'utiliser pour cela le courant alternatif. La définition dit bien de quoi il s'agit. C'est un courant électrique qui circule alternativement dans un sens, puis dans l'autre très rapidement, contrairement à un courant continu qui ne circule que dans une seule direction. Tesla s'est intéressé au courant alternatif parce qu'à l'instar d'autres ingénieurs à la fin des années 1880, il avait compris que si on augmente la tension d'un courant transporté d'un point A à un point B, on obtient un meilleur rendement.
puisque la quantité d'énergie électrique qui circule dans un câble est égale à la tension multipliée par l'intensité, en augmentant la tension, on réduit l'intensité du courant dans le câble. Ainsi, les pertes dues à la résistance sont elles aussi réduites. En revanche, personne n'a envie d'être alimenté chez lui par un courant de très haute tension, par exemple 20 000 volts. Il faut donc trouver le moyen de faire baisser la tension du courant qui arrive dans les maisons. Et pour ça, il faut un transformateur. Avec le courant alternatif, on peut utiliser un transformateur pour passer d'un courant à haute tension qu'on achemine à un courant à basse tension destiné à la consommation. Pouvoir acheminer l'électricité à des centaines de kilomètres de son lieu de production représenterait un bond fulgurant vers la modernisation. Un riche industriel a déjà entrepris de perfectionner la technique. George Westinghouse. George Westinghouse est convaincu que le courant alternatif représente l'avenir. Mais ce type de courant a un gros inconvénient. S'il est parfait pour l'éclairage, contrairement au courant continu, il ne peut pas faire fonctionner un moteur. Et personne ne croit que ce sera possible un jour, à part Nikola Tesla. Tesla était un inventeur. Et il aimait à dire que la première étape n'est pas de construire quelque chose, mais de l'imaginer, d'en faire les plans. Il avait ce qu'aujourd'hui on appelle une mémoire photographique. Il se souvenait de tout ce qu'il voyait et était capable de le visualiser en 3 dimensions. On dit souvent que les individus qui ont ce don peuvent voir l'objet à peu près à cette distance et en 3 dimensions. Tout indique que Nikola Tesla avait cette faculté. Voici un œuf de Tesla. Plus exactement, c'est une copie de celui dont il s'est servi pour démontrer sa principale découverte et une des plus grandes inventions de tous les temps. Il a démontré comment on pouvait produire un mouvement rotatif par la seule action d'un courant alternatif généré à des milliers de kilomètres de distance. Ça n'avait jamais été fait. Quand Tesla a commencé à travailler sur un projet de moteur à courant alternatif, il ne s'est pas contenté de bricoler un élément de ce moteur en se disant « si j'arrive à l'améliorer, ça marchera ». Il a pensé à un système complet comprenant le générateur, les câbles le reliant au moteur et le moteur lui-même. C'était un esprit indépendant et il faisait les choses de manière radicalement différente des autres inventeurs de l'époque. La solution de Tesla est très ingénieuse. Il alimente son moteur avec plusieurs sources de courant alternatifs, qu'il programme de façon à ce qu'elles s'enchaînent. La première source alimente une bobine de fil située à l'intérieur du moteur. Cela crée un champ électromagnétique qui commence à faire tourner la partie centrale mobile du moteur. Puis, le courant s'interrompt. La deuxième source prend alors le relais pour alimenter la bobine suivante. Le mouvement de rotation se poursuit, puis le courant est à nouveau interrompu. Et ainsi de suite avec la troisième et la quatrième bobine. Il en résulte la création d'un champ magnétique tournant assez puissant pour faire tourner le moteur, ou dans ce cas précis, l'œuf. Tesla a réussi à mettre au point un système électrique complet baptisé polyphasé. Avec ce système, les centrales électriques bruyantes et nauséabondes qui produisent du courant alternatif peuvent être installées loin des zones d'habitation. Pour la première fois, on allait pouvoir construire de grandes centrales en périphérie d'une ville ou près d'une chute d'eau comme celle du Niagara. Ensuite, il ne resterait plus qu'à acheminer le courant sur de grandes distances afin d'alimenter en électricité tous les habitants d'une grande ville. L'innovation de Tesla est la dernière pièce du puzzle. Mais il n'est toujours pas parvenu à convaincre le monde que le courant alternatif est meilleur que le courant continu, âprement défendu par Thomas Edison. Ce dernier a continué d'étendre son système et de construire des centrales dans tout l'État de New York. C'est alors que Tesla fait la connaissance de George Westinghouse.
l'homme qui va l'aider à concrétiser ses rêves. En juillet 1888, George Westinghouse propose à Tesla de racheter ses brevets. Cette histoire fait partie de tout le folklore qui entoure la vie de l'inventeur. Car il est difficile de faire la part des choses entre fiction et réalité. Tesla doit toucher 75 000 $ pour ses brevets sur le courant alternatif, plus 2,50 $ pour chaque cheval vapeur généré par ses moteurs. Cet accord aurait dû lui assurer une fortune immense jusqu'à la fin de ses jours. Mais cela n'a pas été le cas. Avec le recul, il est évident qu'à l'époque, le système alternatif était une méthode bien plus efficace d'acheminer le courant électrique. On aurait pu croire que grâce aux travaux révolutionnaires de Tesla, le courant continu était condamné. Pourtant, un homme persiste à défendre farouchement le courant continu. Inventeur des filaments, interrupteurs, douilles et générateurs qui fonctionnent avec ce système, il n'a pas l'intention de perdre des millions de dollars. Cet homme, c'est Thomas Edison. Entre Westinghouse et Tesla d'un côté et Edison de l'autre, les hostilités sont ouvertes. Leur objectif, éclairer New York, source de contrats juteux. Deux systèmes radicalement différents s'affrontent pour obtenir le droit d'électrifier tout d'abord les États-Unis, puis le monde. C'est ce que l'on appellera la guerre des courants. Chacun des deux camps tente bien sûr de prendre l'avantage sur la question des coûts. Mais pour Edison, la principale supériorité du courant continu tient au fait qu'il est plus sûr. Si on touchait un câble électrique d'Edison, la décharge était douloureuse, mais à peu près sans danger, puisque la tension était faible. En revanche, la tension dans les câbles transportant le courant alternatif était nettement plus élevée, et le moindre contact pouvait être mortel. Edison a donc joué la carte de la sécurité pour imposer son système de courant continu. C'est mieux que les lampes à arc de l'éclairage public, mieux que le gaz et mieux que l'éclairage à incandescence au courant alternatif. C'est complètement sûr. Avec le système Edison, vous ne risquerez rien. Edison affirme que le courant alternatif est beaucoup plus dangereux. Et il ne rate pas une occasion de parler du moindre accident dont sont victimes les ouvriers de Westinghouse et des incendies provoqués par un court-circuit. C'est un message efficace, parce que dans les années 1880, bien des gens ont très peur de l'électricité. On peut prendre une décharge, ou même être tué pour des raisons qu'on ne comprend encore pas très bien. Beaucoup pensent qu'amener jusque chez eux ce tueur invisible est parfaitement ridicule. L'arme absolue dans cette guerre des courants, c'est donc la peur. Un ingénieur électricien peu connu, du nom de Harold Brown, décide d'exploiter cette arme à fond. Il va orchestrer l'une des campagnes publicitaires les plus excessives et au final, les plus contre-productives de l'histoire. Harold Brown a eu une idée aussi inédite que théâtrale pour démontrer le danger mortel du courant alternatif. Idée qu'il est impatient de partager avec le reste du monde. Par une belle soirée de juillet 1888, il réunit 75 des meilleurs ingénieurs électriciens du pays et des journalistes. Et il leur offre un spectacle qu'ils n'oublieront jamais. Son plan est très macabre. Il a payé des gamins des rues pour attraper des chiens errants dans les rues de Manhattan. Sur une scène, il s'adresse à son public. « Messieurs, je vous ai fait venir pour que vous soyez témoins d'une application expérimentale de l'électricité à des bêtes. » Sa démonstration consiste à électrocuter ses chiens avec du courant continu ou alternatif.
afin de démontrer que ce dernier les tue beaucoup plus rapidement. Après l'épisode des chiens, Harold Brown organise de véritables spectacles publics où il électrocute un veau, et même un cheval. S'il s'en prend à des animaux de plus grande taille, c'est pour prouver que le courant alternatif est suffisamment dangereux pour tuer n'importe quel gros mammifère, y compris un être humain. Les expériences de Brown convainquent les hommes politiques américains que la méthode d'exécution la plus humaine d'un condamné à mort serait le courant alternatif produit par les centrales de George Westinghouse. Les avocats d'Edison vont même jusqu'à inventer un mot pour décrire le processus, être Westinghousé. À 6h32 précisément, le 6 août 1890, William Kemmler, 45 ans, est attaché sur une chaise en bois. 2 électrodes mouillées sont fixées sur son corps. Le condamné fait ses adieux à l'aumônier de la prison sous les yeux de 26 fonctionnaires et médecins rassemblés dans la pièce voisine. L'exécution de William Kemmler sera l'épisode le plus lamentable de la guerre des courants. Mais il n'en a pourtant pas marqué la fin. Car Nikola Tesla s'apprête à mener une expérience d'une telle audace qu'elle restera gravée à jamais dans la mémoire de ceux qui y assisteront. Le 21 mai 1891, Tesla réunit une assemblée des meilleurs ingénieurs électriciens. Et il leur dévoile le transformateur, ou bobine Tesla, qu'il vient d'inventer pour générer des courants alternatifs à très haute fréquence. C'est la démonstration presque magique d'une puissance impressionnante. Alors qu'il ne porte ni cotte de maille, ni masque, des dizaines de milliers de volts produits par une bobine Tesla traversent le corps de l'inventeur, avant d'allumer la lampe qu'il tient à la main. La fréquence du courant alternatif est tellement élevée qu'il a traversé Nikola Tesla sans lui faire le moindre mal. Cette expérience montre que si on l'utilise correctement, un courant alternatif de très haute tension peut être parfaitement sûr. George Westinghouse et Nikola Tesla remportent la guerre des courants. En 1896, leur nouvelle centrale électrique sur les chutes du Niagara est achevée. Elle est équipée de générateurs de courant alternatif Westinghouse qui produisent le courant polyphasé de Tesla. Des quantités colossales d'électricité sont acheminées depuis les chutes jusqu'à Buffalo. Et quelques années plus tard, la centrale alimente New York. Aujourd'hui, presque toute l'électricité produite dans le monde l'est grâce au système de Nikola Tesla. Pourtant, l'inventeur ne connaîtra ni la gloire ni la fortune. Malgré ses nombreuses contributions et inventions dans d'autres domaines scientifiques, en 1897, afin de sauver George Westinghouse de la faillite, il renonce aux royalties que lui rapportait son système de courant polyphasé. Nikola Tesla était un véritable génie à qui nous devons beaucoup. Mais c'était aussi un homme mentalement fragile. Malheureusement, à la fin de sa vie, ses problèmes mentaux empirent. Il devient obsédé par le chiffre 3, qu'il énonce à voix haute en marchant. Et il développe toutes sortes de phobies. La phobie des microbes notamment, et des femmes qui portent des perles.
Par bien des côtés, son cerveau brillant se détraque. À la fin de sa vie, il se replie sur lui-même et trouve un réconfort affectif auprès des pigeons, pour lesquels il se prend de passion. Régulièrement, il vient les nourrir ici, dans le parc Bryant, au cœur de Manhattan. Il tombe même littéralement amoureux d'un pigeon blanc. Et lorsque cet oiseau meurt, Tesla est inconsolable. Nikola Tesla est un vieil homme. Pratiquement ruiné, seul, il vit presque reclus dans cet hôtel. Il passe ses dernières années dans la chambre 3327 du New York Hotel, malheureux, l'esprit confus et sans ressources. À l'inverse, Thomas Edison devient un héros de l'Amérique. Sa société fusionne avec son concurrent direct et donne naissance à General Electric, une des plus grandes multinationales du monde aujourd'hui encore. En janvier 1943, l'histoire de Nikola Tesla touche à sa fin. Contemplant Manhattan pour la dernière fois, il voit le ciel scintillant de lumière, celle d'1 million d'existences transformées par son génie. La production et l'acheminement de l'électricité et l'invention de machines qui ont permis de l'utiliser ont bouleversé notre monde bien au-delà de ce que nous imaginions. Aujourd'hui, nous produisons des milliards de watts, chaque seconde, chaque heure, chaque jour. Qu'elles soient thermiques ou hydroélectriques, toutes les centrales fonctionnent grâce aux principes découverts et mis en application par Michael Faraday, Nikola Tesla et tous les ingénieurs électriciens de l'âge des inventions. Pour nous, l'électricité est une énergie comme les autres. Nous avons oublié qu'autrefois c'était une force mystérieuse et presque magique. Mais il est une chose que nous devons garder à l'esprit. Sans elle, notre civilisation moderne s'effondrerait et nos vies seraient radicalement différentes.